quelque part entre l'innocence et l'adolescence, où la lumière intérieure s'est faite plus discrète. Où pour être aimé, il a fallu s'adapter, rentrer dans le moule, sourire quand l'âme pleurait en silence. C'est l'époque où on apprend à porter des masques, à taire sa différence, à se fondre dans la masse pour ne plus déranger. Mais derrière les rires, derrière la petite fille normale, il y avait encore ces éclats de vérité, des intuitions, des signes, des rêves étranges, et ce besoin viscéral de comprendre le monde, la mort, l'invisible. Ces années-là ne sont pas un oubli. Ce sont les années où l'âme apprend à se cacher pour survivre. Et pourtant, même derrière les fissures des blessures, la lumière n'a jamais cessé d'essayer de traverser. Voilà, nous y est. La partie 2, que j'ai mis du temps et beaucoup de réflexion à la faire et à savoir comment je vais la tourner, l'enregistrer. Parce que c'est une étape c'est une étape de ma vie où il y a eu beaucoup de choses et je suis quelqu'un, j'aime pas trop parler de moi. Déjà pour la première partie, j'ai eu du mal. D'ailleurs, la première partie, c'était de mes 0 à mes 7 ans. Et là, c'est de 7 ans jusqu'à mes 15 ans, cette partie-là, qui est aussi très importante, très enrichissante, très parlante quand je replonge. Après avoir réfléchi, je me suis dit que c'est ma vérité, que je devais en parler. Mais pas en parler pour attirer la pitié, se dire oh là là, et parler avec victimisation, mais plus en parler avec du recul et expliquer qu'en gros, même si on vit tout ça, moi je l'ai vécu, j'en suis sortie, j'en ai fait une force, j'en ai fait des leçons de vie. Et ben les autres aussi, je veux qu'ils l'entendent, qu'ils l'écoutent, en se disant « Ah ouais, ça me parle. Ah, moi aussi, j'ai vécu ça. Ah, moi aussi, ça ressemble. Ah, bah moi aussi, en fait, elle a réussi. Elle a avancé. Elle arrive à le voir avec du recul. Bah moi aussi. » Et en plus, c'est des choses qui vont toucher l'adolescence. Donc là, aujourd'hui, j'en ai 29, mais là, on va replonger dans cette année d'adolescence. Et ça peut toucher aussi d'autres jeunes qui écouteront ce podcast et qui se diront, bah ouais, voilà, et ça peut toucher, et ça peut aussi faire de la prévention sur certains points que je vais évoquer, mais c'est toujours dans le but de se dire, c'est toujours dans ce but-là aussi que j'enregistre cette partie 2, c'est dans le but de se dire en fait que tout au long de ma vie, en gros de mon parcours, mais de votre parcours aussi, votre mission, elle est là. Elle est dans les petits détails, dans les petits trucs qu'on ne se rend pas compte, mais elle est là, la mission. Elle est là, elles sont là, toutes les clés. En fait, toutes les clés, elles sont au fond de nous. Ça, c'est ce que j'ai compris tout au long de ma rétrospective. Et même là, en enregistrant et en repartant dans mes années d'adolescence, en fait, je me reguéris aussi. Je repars dans ces souvenirs. Et le fait d'en parler comme ça, avec beaucoup de recul, c'est là où je me dis, ah ouais, et même, faites-le chez vous, enregistrez-vous, et vous verrez que ça fait du bien. Ça fait du bien, mais en même temps, ça permet de voir certaines situations avec un autre angle. Et en fait, c'est ça aussi la vie, de regarder les choses avec un autre angle, de regarder ce qu'on vit, nos expériences avec un nouvel angle. Donc déjà, je vous ai laissé avec la première partie où on parlait de comment j'étais quand j'étais petite, comment je suis née, dans le contexte dans lequel j'ai grandi. Et j'avais évoqué quelque chose d'important, c'était l'ego. Que l'ego, il commençait à partir de là. Il commence à partir de là. Il commence à se créer à partir de là.
Et à partir de 7 ans, donc la partie dont là je commence, c'est là où les premières blessures de l'âme, donc je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Lise Bourbeau, je crois que c'est comme ça qu'on dit, les 5 blessures de l'âme. Alors des fois je confonds Lise Bourbeau et avec la mission de vie et tout d'une autre autrice. Mais bon, bref, ça n'a pas son importance, mais en tout cas c'est un livre qui est très important à lire pour son introspection, son développement personnel et comprendre en fait ses blessures. Et justement dans son livre elle en parle de l'ego, et moi j'en parlerai aussi dans une autre vidéo. Bref, donc là à mes 7 ans donc la première blessure que je me souviens qui a été créée, c'est ce moment là où en fait j'ai dû comprendre que j'ai été abandonnée. Et je vous jure que là, à l'heure d'aujourd'hui, je m'en souviendrai toute ma vie, hein, l'effet que ça a fait dans mon corps. En fait, c'est comme si j'ai senti que mon âme était blessée. J'ai senti la blessure se créer dans mon âme à l'intérieur de moi. Faut dire qu'en fait, ma tante qui m'a élevée, elle n'avait pas assez de tact à ce moment-là. Et je pense que de toute façon, ça devait se faire comme ça, mais elle n'avait pas assez de tact et c'est ça qui a créé la blessure, en fait. C'est ça qui a créé ce truc-là de se dire « Ah ouais !» En plus, j'avais que 7 ans quand j'y repense. Donc, je me souviens de ce soir-là. C'était un soir, devant la télé. Vous savez, le vendredi soir, là, à l'époque, quand il y avait Secret Story, il y avait Koh-Lanta, on était posés et tout comme ça, devant la télé. Et là, justement, j'étais posée, voilà, on regardait la télé. Il y avait mon cousin, bon, comme je vous ai dit dans le premier épisode, je l'appelle mon frère. Parce que pour moi, c'est mon frère, on a grandi ensemble. On a le même âge en plus, donc voilà. Donc mon frère. Il y avait mon frère, lui il était posé sur son ordi et tout. Bon. Et ce soir-là, on parlait, parce que moi j'avais des interrogations, mais c'était comme un sujet tabou. C'était un sujet que j'osais pas trop poser. C'était des choses que j'osais pas trop poser comme question, parler de ma mère. Parce qu'en plus, bah moi quand j'étais petite, à cet âge-là, à 7 ans, déjà mon père, du peu de fois qu'il venait me voir, à chaque fois il me parlait, il me regardait. Moi j'étais assez consciente. J'avais déjà les yeux grands ouverts. C'est-à-dire que je voyais mon père, il disait oui, tu ressembles à ta mère, tu ressembles énormément à ta mère, tu ressembles... en fait, on sentait qu'il était peiné. Et moi, limite, je me disais, ok, qu'est-ce que je fais avec cette information-là ? Je ressemble à ma mère, oui, mais je fais pas exprès. Enfin, je sais pas, c'est pas moi, c'est ok. Et je voyais qu'il pleurait, donc ça me créait de la culpabilité. C'est limite, je culpabilitais de ressembler à ma mère biologique. C'est... parce que je me disais, je veux pas qu'il pleure, je veux pas voir mon père pleurer en me regardant. Et c'est ça en fait qui faisait que c'était un sujet que dès que je voyais que mon père déjà, lui, quand il me voyait, il me parlait de ça, il me disait ça le faisait pleurer. Donc c'était quelque chose que je me disais directement, ah ouais, faut pas que j'en parle, sinon ça va les faire pleurer, j'ai pas envie de... C'est comme si je culpabilisais de... Voilà, j'ai toujours eu cette culpabilité qui m'a suivi jusqu'à maintenant. Je culpabilise énormément, tout le temps. J'ai cette facilité à culpabiliser. Aujourd'hui, j'y travaille à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, j'y travaille. Et là, ça va beaucoup mieux. J'arrive à plus m'affirmer sans culpabilité, à plus faire les choses sans culpabiliser. Et donc, ce soir-là, on est assis et on parlait, parce aussi je crois qu'on était tombé sur une émission qui était sur la 2 ou je sais plus quoi, et elle me dit oui, tu sais, ta mère ouais, t'a abandonné, tout ça. Enfin moi je savais, je comprenais, même si ça n'a pas été dit clairement. Je pense qu'on voulait attendre ce moment-là, mais je pense que j'étais aussi un peu... Il y avait une façon de dire. J'avais l'âge en même temps. Parce qu'en fait, là, quand j'y repense, je me dis, j'avais l'âge de mon fils. Mon fils, aujourd'hui, il a 7 ans. C'est comme si là, je regarde mon fils et je lui dis,
ta mère, elle t'a abandonné. Bon, là, c'est moi la mère, mais c'est comme si je vois un enfant de 7 ans et je lui dis, bah, ta mère, elle t'a abandonné, elle t'aimait pas. Elle voulait pas de toi. Elle te faisait tomber. Voilà. C'est horrible de dire ça à un enfant. Et c'est là, en fait, j'étais assise. J'étais dans le noir. En fait, j'ai pas pleuré tout de suite. Mais d'abord, à l'intérieur de moi, ça s'est cristallisé. On dirait on a glacé mon âme. Et qu'après, on a cassé ce glaçon. Et c'est au moment où on casse ce glaçon, vraiment le ressenti que j'ai, que j'avais à ce moment-là. Et je dis que j'ai parce que, en fait, quand je replonge, je revis, en fait. Je revis et je ressens ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et c'est là, après, je pleure. Je pleure. Et elle me dit, non, faut pas pleurer. En souriant. Ok. Bah oui, je vais pas pleurer. On vient de me dire, j'ai 7 ans. On vient de me dire, ouais, ta mère, elle t'aime pas, elle te faisait tomber. En plus, tu comprends que t'étais un bébé. T'étais un bébé, on te fait tomber. C'est horrible. En fait, quand j'y repense. Et ça, c'est des éléments, en fait, qui vont être très importants aussi dans la recherche que je fais aujourd'hui pour retrouver ma mère. Parce qu'aujourd'hui, j'essaye de la retrouver, de retrouver ma vérité, en fait. Au final, tout ça, c'est retrouver ma vérité, chercher ma vérité à travers ce que j'ai déjà, ce que je possède déjà à l'intérieur de moi, ce qu'on me dit. Et en même temps, il faut que j'utilise les capacités que j'ai à discerner, à être lucide, à voir le mensonge à travers un regard, à travers un geste, à travers des mots, à ressentir. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus fort qu'avant. Avant, je le voyais, je pouvais ressentir tout ça, mais c'était pas autant développé que là maintenant. Donc là, c'était ma première blessure. Quand on m'annonce que je suis abandonnée. On avait déménagé, donc c'est à ce moment-là aussi j'ai rencontré ma première copine. C'est pas ma première copine, c'est mon premier lien d'âme en fait, parce que c'était une rencontre très forte. Elle et moi jusqu'à aujourd'hui. Bon, aujourd'hui nos chemins se sont séparés, mais ça a été une rencontre très importante qui a marqué cette période-là aussi, parce que j'ai ressenti comme un coup de cœur amical. Je l'ai vue, on s'est regardé et tout de suite j'ai eu cette envie de venir vers elle et elle aussi elle a eu cette envie de venir vers moi. Je venais de déménager dans ce quartier, je connaissais personne. J'ai jamais eu de mal à aller voir les gens, les enfants que je connaissais pas. Enfin, j'ai jamais eu de mal à aller voir, à aller vers les gens. J'ai toujours été très sociable. Et si je devrais être amenée à travailler, c'est toujours avec le contact avec l'humain. C'est quelque chose qui me nourrit, d'être entourée, d'avoir des gens en face de moi, des bonnes personnes. Voilà. Et donc cette rencontre-là, ça a été tout de suite un coup de cœur amical. C'est un truc que... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'est quelque chose que... C'est... En fait, avec le regard, tu sais. Voilà, tu sais. Il y a eu cette connexion tout de suite. Et elle a été ma meilleure amie tout de suite. Mais ce qui est intéressant dans cette rencontre, c'est que j'avais déjà cette vision de l'amour. Alors ça, à ce moment-là, j'avais vraiment cette vision de l'amour un peu comme dans les Disney. Comme un peu dans les Disney. Mais je savais déjà ce que je voulais. Je savais déjà ce que je voulais. Même en amitié. Alors en amitié, comme c'est quelque chose qui est vraiment intrinsèque chez moi, c'est la loyauté. La fidélité et la loyauté. J'avais déjà ce truc-là. Bon. Fidélité, on va le mettre entre guillemets dans cette période-là. Ok. On va le mettre dans cette période-là. La loyauté. Et moi, j'étais très, très, très loyale. J'étais déjà très sociable, j'avais pas de mal à aller vers les gens, mais pour me faire des amis, et jusqu'à présent c'est comme ça, j'avais du mal. C'est-à-dire que
Je pouvais connaître beaucoup de gens, je connaissais tout le collège, hein. Le collège, mon école primaire, je connaissais déjà tout le monde. Mais j'avais cette difficulté à dire, ouais, t'es mon ami. Et après aussi, dans les groupes d'amis que j'ai pu connaître, j'avais du mal. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, je me sentais déjà différente à ce moment-là. Et j'avais l'impression, justement, comme je l'ai dit dans l'introduction, dans la petite intro, c'est que j'avais l'impression que je devais mettre... en fait, je rigolais beaucoup, j'aimais trop faire rire les gens, mais c'était comme un masque. Un masque pour plaire aux gens, parce que je savais qu'en étant moi-même, j'allais pas être acceptée et aimée. J'aimais bien faire la débile, celle qui est un peu... hein, quoi, enfin voilà. Et je sais que ça faisait rire des camarades de ma classe au collège, en 5e, en 4e. Après, j'ai redoublé ma 4e aussi. Mais avec cette meilleure amie-là, bah, c'était différent. Elle, je voulais pas trop la faire rire pour qu'elle m'aime ou pour plaire, en fait. Faire rire pour plaire, pour entrer dans... Voilà, non. Avec elle, j'étais moi-même. Mais en même temps, elle reflétait tout ce que je n'osais pas être. Et vice-versa. On était en effet miroir. Elle pouvait pas faire tout ce qu'elle voulait. Elle était aussi bloquée. Elle avait des parents. On avait beaucoup de similitudes. De points communs. Déjà, on avait la même origine. On avait trop de points communs. On avait le même âge. Et en fait, ce qui est fou aussi, c'est qu'à l'époque... je connaissais pas tout ce qui est signe astrologique, tout ça. Et c'est aujourd'hui, à peu près, voilà, quelques années après, quand on s'est retrouvés, parce qu'on s'est perdu de vue, après on s'est retrouvés, on était plus axés dans l'astrologie toutes les deux, dans la spiritualité, dans le développement personnel. On a découvert que toutes les deux, en fait, elle était Lion, moi j'étais Balance. Déjà, Lion-Balance, astrologiquement parlant, c'est deux signes astrologiques qui matchent très bien amicalement. Et on avait le même ascendant. Elle était ascendant Scorpion, comme moi. Donc tout s'explique. Et moi, toujours, en fait, ça a été comme ça. Même actuellement, quand j'ai des synchronicités, quand je tire les cartes, etc. Ou même que je fais des rêves, bah, je vais me souvenir de mes rêves. Et c'est après... peut-être quelques mois après, je vais comprendre la signification. Parce qu'il y aura tout un processus, tout plein de choses entre-temps qui va faire une reconstruction de puzzle qui va me dire « Ah, bah ça y est !» Et là, je vois clair. Des fois, c'est sur le tas, hein, c'est sur le moment, mais voilà. Et avec cette meilleure amie, bah c'est ça en fait. C'était qu'avec elle, j'étais moi-même. On avait beaucoup de points communs. Je me livrais à elle. Il y avait cette connexion. On s'entendait super bien. Mais on n'avait pas ce truc-là parce qu'elle aussi, elle avait ses blessures. Elle commençait déjà, elle aussi, rentrer dans les moules de la société. Hein. Elle avait les masques de l'ego aussi. Mais en vrai, tout le monde, c'est la période. C'est la période où, voilà. Et c'est important parce que c'est ces moments-là où on a besoin de revenir à ces moments-là pour se dire, ouais, ok, j'avais telle et telle blessure, elle est venue à tel moment, et à l'âge adulte, quand on est vraiment dans cette période d'introspection, de guérison, de rétrospective aussi, ben, ça nous permet de pouvoir mieux guérir, de mieux comprendre. Et avec elle, j'ai eu aussi... mes premières blessures aussi ont été créées avec elle. C'était la trahison. Il y avait une forme de rejet et d'abandon. Plus d'abandon, je dirais, dans le sens où elle a commencé à vouloir partir avec d'autres gens, à prendre tout le monde c'est ses meilleurs amis et tout. Alors que moi, j'avais déjà cette vision-là de me dire, bah non, une meilleure amie, c'est meilleure amie. Ça veut dire, c'est parmi toutes tes amies, c'est elle la meilleure. La meilleure dans le sens où elle répond à... Elle va vraiment être là. Elle va avoir... Comment expliquer ? Elle va avoir ce truc-là qui est différent, on va dire ce traitement de faveur, qui est différent des autres. Où
pour moi, une meilleure amie, à cette époque-là aussi, je le voyais déjà comme ça, c'est que en gros, elle est là pour toi, quoi. C'est comme ta sœur. Et moi, je le voyais comme ça. Et pour moi, c'était pas tout le monde qui était ma meilleure amie. Quand moi, je te disais t'étais ma meilleure amie, c'est que t'es vraiment quelqu'un à qui je pouvais me confier. Tu seras la seule à savoir mes gros secrets. Et c'est ça, en plus, aussi. Je lui ai dit, elle faisait partie des seules qui savaient mes secrets, ce que je vivais aussi chez moi, dans ma famille, comment je me sentais, comment en gros, je lui disais tout. Et c'est quelque chose qui m'a marqué, parce que à l'heure d'aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui fait que j'ai du mal maintenant à faire rentrer des nouvelles amitiés. Alors, j'ai du mal dans le sens où il faut vraiment que... Aujourd'hui, c'est plus de l'affirmation et être vraiment aligné avec moi-même, mes besoins, et avoir des amitiés, des connaissances, des rencontres qui sont vraiment alignées avec moi. Et aujourd'hui, je le transforme. C'est des choses du passé, de l'adolescence qui m'ont marqué, mais qu'aujourd'hui, voilà, je me dis, mais ouais, en fait, quand j'étais ado, à cette époque-là, j'avais besoin d'une meilleure amie comme ça. Et aujourd'hui, bah, c'est ça revient. Donc, voilà, maintenant, c'est ces gens-là qui... Et c'est des gens qui... Et quand tu agis comme ça, en trouvant des personnes qui sont vraiment alignées avec toi, bah, en fait, ça te nourrit. Ça te nourrit dans tout, en fait. Dans l'amour, dans tout. Ça te nourrit intérieurement. Ça alimente ton feu. Il y a eu aussi cette période où, avec ma tante, ça commençait à être un peu compliqué, la relation. Et c'est ce qui fait aussi que c'est dans cette période-là aussi où j'ai commencé à sombrer dans une forme de dépression, à m'isoler, à vouloir rester seule. J'avais des amis, parce que cette meilleure amie en question, on commençait peu à peu à s'éloigner. Elle avait ses amis, ses copines, etc. Et moi, à ce moment-là, on n'était pas dans la même classe aussi au collège. J'avais d'autres... je commençais à me lier avec d'autres copines. Mais c'est compliqué parce que... Enfin, c'est pas compliqué. C'est complexe parce qu'en fait, je les voyais comme des copines parce qu'en plus, on faisait l'AS hand, l'AS sport. En fait, j'étais dans la classe sportive. Et j'ai toujours aimé faire du sport. J'étais très sportif. Et en soi... Bref, c'est une petite parenthèse, mais en soi, dans cette classe-là, voilà, on s'était liés d'amitié, voilà. On se connaissait tous bien. On avait fait de la 6e jusqu'à la 4e, hein, parce qu'après, j'ai redoublé ma 4e. Et je vais en parler après aussi de ce redoublement. Quand j'ai... Donc, cette classe-là qui m'a suivie, ces camarades qui m'ont suivi aussi jusqu'en 4e, c'était des amis où, en fait, j'avais l'impression... En fait, là, avec du recul, je me dis... Ouais, je sens qu'ils me voyaient... Pas qu'ils me sentaient, qu'ils me voyaient surtout. Ils étaient intrigués. Ils me voyaient différemment. Ils se disaient, bon, Maëva, elle est marrante. Même au lycée, en fait, c'est des choses qui revenaient. Elle est marrante, elle nous fait rire. Et je voyais aussi, ils me posaient des questions. Et le truc qui me tue, c'est que elles avaient leurs petits copains. Moi, j'étais amoureuse. J'avais des amoureux au collège et tout. Et j'étais amoureuse de certains camarades. C'était c'était certains garçons un peu... Il y avait ce camarade-là dont j'étais amoureuse et qui lui, il aimait un peu toutes les filles. Déjà, le futur... Non, mais le futur charreau, quoi. Non, mais en vrai, c'était un charreau, hein, faut le dire. Faut parler français. Hein. Ça aussi, c'est intéressant parce que j'ai toujours été attirée par des Renois. C'est-à-dire que lui, il était sénégalais. Donc, c'était mon premier amoureux, il était sénégalais. Et c'est marrant parce que aujourd'hui,
la personne avec qui je suis, mon partenaire, mon homme, bah, il est sénégalais aussi. Et c'est comme une évidence, c'est avec lui. Mais j'en reparlerai plus tard de cette relation aussi, de cette synchronicité qui est pas anodine. Et c'est comme si, en fait, tous ceux que j'ai rencontrés, même depuis l'âge de l'adolescence, hein, depuis cet âge-là, depuis cette période, bah, c'est comme si c'était des étapes, c'est une évidence, en fait. En fait, quand je retrace, voilà, c'est pour ça que je vous raconte tout ça, quand je retrace et quand on va faire les derniers épisodes, vous allez vous dire, ah, mais oui, mais dans l'épisode 2, elle disait ça. Mais c'est pour ça que, c'est ça, en fait. Et moi-même, ma vie, c'est un puzzle. Ma vérité, c'est un puzzle. Tout est un puzzle, un mystère. C'est tout un truc. Et c'est beau de voir sa vie, son passé comme ça. Ça permet de l'aimer différemment, tout simplement. D'aimer sa vie différemment au final. Et là, j'ai un souvenir aussi qui me vient que j'ai même pas dit au début et que je devais le dire avant même la rencontre avec cette meilleure amie. C'est que avant que je sois au collège, j'ai été dans une école à 7 ans, ouais. À 7 ans, ouais, j'avais 7 ans. J'étais dans une autre école, parce qu'après j'ai déménagé, on a changé d'école. Mais dans cette école où j'ai fait toute ma maternelle, primaire, etc., jusqu'à mes 7 ans, on était partis dans une classe découverte. Je sais pas si je l'ai raconté dans le premier épisode, il me semble, hein. Mais j'avais fait une classe découverte et j'étais déjà très proche des animaux. C'était une classe, une sorte de classe découverte. En fait, c'est pas une classe découverte parce que c'était pas avec ma classe en elle-même, mais c'était avec un groupe de soutien. En gros, là-bas, c'était comme une étude, une aide aux devoirs. Et on était récompensés par tout le travail qu'on avait fait en fin d'année avec la mairie de ma commune. Et la mairie, elle nous avait organisé une sortie, une sorte de classe découverte. Et on était partis à la ferme. On avait fait un séjour à la ferme, genre 3-4 jours, hein, max. Et pendant qu'on était à la ferme, je m'en rappelle, il y avait des chevaux. Et je suis partie dire n'importe quoi. Mais ça, encore une fois, c'est des mensonges que je disais pour être acceptée et reconnue. J'étais partie dire que oui, ce cheval-là, il s'appelle comme ça, je le ressens. En fait, ça paraît fou quand à cette époque-là, entre camarades et tout, mais avec du recul, je me dis, mais oui. Mais en plus, le truc, c'est qu'à ce moment-là, je les ressentais vraiment, les animaux. Et je les ressentais, je me suis toujours sentie aussi proche d'eux, des chevaux. Même que dans le premier épisode, en maternelle, je disais que des cloportes, des insectes que je trouve par terre, je les ressentais comme ma famille. Comme ma famille. Et ça montre que j'ai toujours été proche de la nature des animaux. À ce moment-là, je me trouvais... ça me faisait rire, en fait. À ce moment-là, je rigolais, je voulais faire rire la galerie. Mais j'étais limite sérieuse. En fait, je rigolais parce que je savais qu'eux, ils allaient rire. Mais j'étais sérieuse dans ce que je disais. Il y avait une part de mensonge avec les prénoms, parce qu'ils s'appelaient pas comme ça, les chevaux. Mais dans le ressenti, c'était vrai. Et les autres, ils se disaient, mais est-ce que c'est vrai et tout. Ils allaient voir les animateurs. Ils allaient demander, ouais, Maëva, elle a dit ça. Est-ce que c'est vrai, tout ça, nan. Et au final, ils se sont rendus compte que en fait, c'était faux. Et du coup, ils sont tous venus me voir en me disant, ah, mais t'es une menteuse. Et ça aussi, ça fait partie des premiers... de l'éloignement, en fait. De l'éloignement de moi, où... En fait, tout ça, ça a créé quelque chose en moi qui s'est dit, en fait, ouais, mais je ressens des choses et du coup, c'est faux. Ils disent que je mens. Peut-être que c'est pas vrai, peut-être que ça n'existe pas. Et du coup, ça m'a fait un peu éloigner. À partir de là, je me suis un peu éloignée de mes ressentis, de tout ça, de la nature des animaux. Mais j'ai toujours aimé les animaux. J'ai toujours ressenti cette connexion avec eux. Et tout ça, en fait, ça montre comment des fois... notre monde, les gens autour et la société où on vit, tout en fait, nous éloigne de ce qu'on est à l'intérieur
de nos ressentis, de nos émotions. Et quand on est dans une famille toxique ou un environnement toxique où on délaisse un peu ce que tu ressens, on calcule pas assez ce que tu vis, ce que tu ressens, on s'intéresse pas à toi, bah ouais, tu as ce truc là où tu vas minimiser un peu tes émotions, tes blessures, mais tu sais qu'elles sont là, tu sais ce qu'elles veulent dire, donc tu t'enterres, tu es dans cette solitude, tu te renfermes, tu t'isoles. Et encore heureusement que j'étais forte mentalement, justement, et c'est là où c'est le plus important aussi dans cette partie 2, qui a fait que ouais, je suis pas tombée dans cette grosse dépression où d'autres auraient voulu voilà quoi, sauter la vie. Ce qui est intéressant en parlant de sauter la vie, en parlant de la vie, les croyances, la mort, je me posais aussi des questions énormément. Des fois j'avais ma petite chambre et des fois je me posais pendant longtemps, je regardais le plafond, j'avais des moments de réflexion, mais d'autres à mon âge ne pensaient pas à tout ça. Déjà, je pensais déjà à ce côté maternel que j'avais en moi, à avoir des enfants. J'imaginais ma vie à mes 30 ans, 40 ans, que je serais une maman avec des enfants. À cette époque-là, je voulais avoir beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, j'en ai que 2. Je voulais en avoir au moins 5, 6. Aujourd'hui, j'en ai que 2. Mais j'avais beaucoup de questions sur la vie, sur la religion. Parce qu'il y avait ma mamie qui était témoin de Jéhovah, qui l'est toujours. Hein. Elle a ce truc-là où elle veut te faire rentrer dans la religion des témoins de Jéhovah. Elle veut te ramener la vérité, comme elle le dit. Mais moi, j'ai toujours eu ce truc où je ne voulais pas... En fait, les religions me dérangeaient déjà. Ma tante, elle n'était pas dans une religion, elle avait pas... Déjà, elle était dans ce truc-là où elle n'y croyait pas, elle croyait en rien, enfin voilà, bon. Et t'avais mon frère qui était très cartésien dans la science, mais il s'interrogeait, et jusqu'à aujourd'hui aussi. Il s'interroge encore. Et moi, t'avais moi... où en fait lui il cherchait beaucoup et il y avait des trucs qui étaient très parlants. C'est dommage qu'il l'a perdu aujourd'hui, je sais pas. Là, t'avais moi qui cherchait, qui se posait des questions. Des fois je pouvais regarder la lune pendant des heures. Je me disais mais la lune, pourquoi? C'est des questions existentielles, hein. Pourquoi la lune elle est là, elle flotte comme ça? Qu'est-ce qui la fait flotter? Qu'est-ce qui l'illumine comme ça la nuit? La lune. Pourquoi elle est ronde? Pourquoi elle serait pas carrée? Pourquoi pas en triangle? Pourquoi je suis moi? J'avais un miroir dans ma chambre, je me regardais et pourquoi je suis moi? Pourquoi je sens que je suis là, que j'existe? J'ai l'impression de ressentir que j'existe plus que les autres. Pas dans cette forme de supériorité, mais d'intensité. Et c'est là où c'est très... c'était des moments comme ça, tout au long, je cherchais. Des fois, je trouvais. Je faisais des rêves, je me souvenais de mes rêves, alors que autour de moi, il y en a qui me disaient « Non, je me souviens pas. » Comme dans la première partie, j'avais évoqué un rêve que j'ai fait quand j'étais petite. D'ailleurs... j'avais entre 7, 8 ans, 4 ans, 4, 5 ans. Et ce rêve où on me pousse avec une poussette, en fait, je vois pas la personne. C'est comme si moi, je suis la personne dans le rêve, mais je sentais pas que c'était moi qui poussais cette poussette dans le rêve. C'est un rêve qui m'avait marqué. Parce que il y avait un truc en moi qui me disait « Ah, mais c'est peut-être ma mère, j'ai rêvé de ma mère. » Et je savais pas encore l'interpréter à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai les réponses de ce rêve et de pourquoi j'ai fait ce rêve quand j'étais petite. Et ça prend tout son sens.
À ce moment-là, encore une fois, on me disait oui, mais c'est impossible, t'as rêvé, c'est un rêve, c'est tout, c'est ce que tu crois, mais voilà. Encore une fois, on minimisait ce que je ressentais, ce que je voyais. Et je sais qu'il y en a plein qui comme moi, qui ont peut-être vu, ressenti, rêvé de choses particulières, mais où on pouvait pas leur dire, on leur disait pas, on validait pas en fait ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils vivaient, ce qu'ils voyaient, et ça c'est difficile. C'est difficile parce que on sent qu'on compte pas, que ça compte pas, ou que bah du coup ok, mais moi je sais ce que j'ai vu et je sais que j'étais pas folle ou dans un autre état. Et du coup, ça fait que bah, l'enfant qui ressent ça, qui voit ça, et qu'on lui dit que c'est faux, que c'est du n'importe quoi, que oh t'es fatigué, ça veut dire bah l'enfant, qu'est-ce qu'on doit lui dire? Enfin, comment est-ce que vous imaginez comment il peut se sentir l'enfant? Bah c'est ça. Et c'est pour ça que je fais ce podcast, parce que je sais qu'on est beaucoup à ressentir, voir des choses, et des fois on est un peu vu comme des gens perchés. C'est pour ça que c'est important de s'aligner avec des gens, de s'entourer avec des gens qui sont comme nous, qui nous ressemblent. Parce que c'est comme ça qu'on peut être aimé à notre juste valeur. C'est ça aussi qui fait qu'on évolue, J'aimerais qu'on revienne sur ce que je disais par rapport à ma mamie, le fait qu'elle était dans une religion, et que moi j'ai jamais jamais voulu être dans une religion. En fait, j'ai ce truc-là à l'intérieur de moi où je ne peux pas suivre des règles très carcans, très rigides. Je suis dans cette incarnation-là où je dois être libre. Je dois me sentir libre dans mes croyances, dans ma façon de penser. Et quand on me bloque comme ça, je suis pas moi-même. Je suis pas dans mon élément. Je me sens pas... Je suis pas dans mon plein potentiel. Et c'est ce qui a été, en fait, dans l'environnement où j'ai grandi tout au long de mon adolescence. Et c'est ça qui a fait que j'ai longtemps cru que j'étais celle que j'étais, ce que je pensais être. Et c'est aujourd'hui qui a fait que, avec tout ce que j'ai pu traverser et en même temps me détacher, qui a fait qu'aujourd'hui, ok, je sais que non, je suis pas celle qu'on a voulu croire ou celle qu'on a voulu que je sois. Et c'est aussi toute l'importance de ce podcast. Tous les petits parties que je vais faire, c'est l'importance aussi de ces parties-là, de ce que je veux transmettre, c'est la reconnexion à soi et le détachement du moi de l'ego. Tout ça, bah, quand on fait cette introspection à l'intérieur de soi, c'est ça l'importance. Il y a ce moment où aussi, c'est marrant parce que j'avais ce truc-là où je pensais, je cherchais la vie. Je cherchais la vie dans tout. J'essayais de comprendre ce que c'était Dieu, qui c'était, c'est quoi, pourquoi. Quand ma mamie me parlait des histoires bibliques, moi je me disais ok, mais ces gens-là, comment ils communiquent avec Dieu? Pourquoi aujourd'hui on communique plus comme ce qu'ils nous enseignent dans les livres? Parce que quand on écoute ces histoires bibliques, on a l'impression qu'ils parlent comme ça et qu'après il y a une voix comme ça, je suis Dieu, je t'enseigne. En fait, on a cette impression-là. En tout cas, moi, à l'époque, c'est comme ça que je voyais quand on m'expliquait, quand on me parlait. Et je me disais, mais pourquoi aujourd'hui on communique plus avec Dieu comme ça? Et c'est des vraies questions parce qu'au final, aujourd'hui, j'ai mes réponses. J'ai fait tout ce chemin pour avoir ces réponses-là. Ce qui est marrant, c'est que même je pensais que... Enfin, je me disais l'hypothèse que peut-être une chaise, ça vit. En fait, il y a de la vie à l'intérieur. Et en fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je suis coach quantique. Et la base de la physique quantique, c'est l'intrication quantique,
qui lui explique que tout est interconnecté, tout est intriqué, et que tout a une particule subatomique. Et au final, aujourd'hui, c'est ça qui me rend folle, en fait, c'est que je me disais, mais ah ouais. Et j'étais déjà dans ce truc-là de physique quantique, alors que je lisais aucun livre. Je connaissais même pas le mot physique quantique. Je connaissais rien de la science. Mais c'est pour vous dire qu'en gros, en fait, les questions qu'on se pose, ce à quoi on pense, des fois, c'est pas si bête que ça, au final. Le fait de me dire que oui, une chaise a de la vie. Donc, à l'époque, oui, on pensait que on idolâtrait des chaises. Voilà. Mais moi, j'idolâtrais pas les chaises. Je me disais que les chaises ont de la vie, ont une forme de vie. Et qu'au final, la vie est partout. Mais bon, aujourd'hui, une chaise n'est pas vivante. Mais la vie dont je parlais, au final, c'était les particules de la chaise qui se reconstituent et qui créent. Au final, la particule subatomique, c'est la vie. C'est de la matière. C'est de l'énergie. Et qu'en gros, il y a de l'énergie dans la chaise. Aujourd'hui, on peut l'expliquer comme ça. À l'époque, je n'avais pas ces mots-là pour l'expliquer, mais je commençais à m'interroger. Et déjà, le fait de s'interroger, c'est déjà un pas vers quelque chose de plus grand derrière après. Des réponses qui vont ramener à quelque chose de plus grand derrière. Dans cette période-là aussi, j'ai été très attirée par la mer. Et ça, je l'ai compris quand je suis partie en colo. J'ai fait beaucoup de colonies, des colonies de vacances. Ouais, les colos, c'était un endroit où j'ai rencontré beaucoup de gens. Mais je vais en parler dans la deuxième partie, parce que là, ça fait déjà beaucoup d'informations. Et là, on va évoquer cette partie où je partais en colo. Et on va évoquer aussi d'autres sujets de cette période-là, qui est tout aussi intéressante. Voilà, je vous dis à bientôt et restez connectés, hein.